encore une fois de rester avec nous pour ce nouveau numéro de votre émission Femmes. Femmes reçoit pour vous aujourd'hui Rosiane Kabangwele, représentante de la jeunesse de la RDC au COMESA. C'est une femme entrepreneur, activiste sociale, autant des casquettes. Elle est jeune également. Alors, ce sera un réel plaisir pour nous de parler et surtout de démontrer que la relève est en train réellement de prendre les choses en main pour relever le défi de développement dans ce pays. Bienvenue à vous, madame. Merci beaucoup. Madame. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Merci. Autant de responsabilités, surtout, je commence par la première. Vous êtes représentant de la RDC au COMESA et puis vous avez mis en place une structure, Laboria, juste pour aider les jeunes par rapport à l'emploi, question d'entrepreneuriat aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fière de ce que vous êtes devenue? Merci beaucoup, Madame Feza, pour la parole. Je pense que effectivement, je suis très contente d'être ce que je suis, bien que je suis très consciente que le chemin reste encore très loin à parcourir. Mais je pense qu'à un moment donné, en tant qu'être humain, c'est toujours encourageant, c'est toujours motivant que de rester un moment et de voir un peu le parcours qui n'a pas été que rose et de réaliser qu'on a quand même pu avancer malgré les réalités, malgré des embûches, malgré les obstacles, ce qui est tout à fait naturel dans la vie humaine, oui, c'est normal. Mais qu'on ait quand même pu réaliser quelque chose, pour moi, alors, comment vous arrivez à représenter la jeunesse de la RDC au COMESA? Vous vous êtes parachuté là comment? Des élections ou ça a été une nomination? C'est quoi le parcours en fait? Alors, merci beaucoup. Je pense que déjà, par rapport au COMESA, il faut signaler que je suis membre du Conseil national de la jeunesse. Ici en RDC, oui. Ici en RDC, voilà. Et tout est parti de là. Alors, en parlant du Conseil national de la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse, c'est l'organe technique du ministère de la Jeunesse qui a pour mission d'encadrer, d'accompagner les organisations et mouvements des jeunes en République démocratique du Congo. Donc, tout est parti de là. Et en parlant des organisations, j'ai une organisation au sein de laquelle j'ai évolué pendant plus de 7 ans. Je pense que c'est un projet... Votre propre initiative? J'étais cofondatrice. Okay. Nous avions collaboré avec d'autres amis également. Le programme s'appelait Afterback, s'appelle Afterback. Okay. Alors, tout est parti de là. C'est vrai que dans mon parcours d'engagement citoyen, j'ai travaillé avec plusieurs organisations et j'ai été en tout cas membre de plusieurs organisations parce que ça, c'est vraiment... c'est ma plus grande... Voilà, c'est une passion, c'est ma plus grande motivation. Pour moi, la vie, en fait, elle est agréable lorsqu'on sait être utile pour les autres, lorsqu'on sait se disponibiliser pour les autres, dans ce qu'on peut faire, sans pour autant aller s'efforcer à faire ce dont vous n'êtes pas en mesure de faire, mais dans ce que vous pouvez faire, tant que vous pouvez aider un citoyen qui se trouve quelque part au fin fond de la ville, ou je ne sais pas moi, vous pouvez juste apporter votre aide. Pour moi, c'est le plus important. Okay. Alors, comme je disais, tout est parti de cette organisation, de ce programme-là dont j'étais la coordonnatrice. Donc, j'ai coordonné ces programmes-là pendant plusieurs années. Et par ce programme ou par cette organisation, je me suis retrouvée au Conseil national de la jeunesse après les élections qui ont eu lieu à Kisantu c'était en 2020. En 2020 à Kisantu, au mois d'août. Des élections controversées, je me rappelle. Ah bien. ouais, c'était terrible. Parfois, vous jeunes, vous vous comportez comme des vieux. Oui, c'était terrible, j'avoue. Oui. C'était terrible, j'avoue. Mais finalement, je me suis retrouvée membre du Conseil national de la jeunesse. Cette fois-là, pas dans le comité exécutif, enfin le bureau qui exécute, mais je suis dans le comité de pilotage. Okay. Voilà, je suis membre du comité de suivi et de contrôle du Conseil national de la jeunesse. Alors, par rapport au COMESA, comment c'est arrivé? Le COMESA, comme toute organisation ou communauté économique régionale, lorsqu'il a mis en place ce programme qui visait à promouvoir la jeunesse, le COMESA s'est adressé au ministère de la Jeunesse, évidemment, administrativement parlant, par le canal du secrétariat général. Alors, cette fois-là, le secrétariat général a demandé aux jeunes qui étaient membres du Conseil national de la jeunesse de pouvoir se prononcer au cas où ils étaient intéressés à participer à l'Assemblée générale élective qu'organisait le COMESA. Alors, nous étions à 2. Pour la RDC? Oui, pour la RDC. Un homme et une femme? Oui, un homme et une femme. Parce que le COMESA, dans sa politique, tient beaucoup sur l'approche genre. Oui. Déjà même dans la conception de termes de référence de ce programme Jeunesse COMESA, le COMESA avait déjà prévu que pour chaque pays, qu'il y ait forcément un représentant homme et femme. Et même après les élections, les COMESA avaient insisté qu'il y ait un quota, avait prévu un système de quotas d'au moins un homme et une femme. Et dans des régions où,
où il y avait plusieurs pays. Le commissaire avait demandé qu'il y ait 2 femmes et 1 homme. Donc, parce que le commissaire tient également, en tant qu'organisation, il tient vraiment à cette approche genre qui permet aussi de pallier aux problèmes de leadership féminin que nous connaissons si bien. Alors, voilà, et nous sommes allés aux élections, donc il fallait présenter un peu ces réalisations, parce qu'évidemment, à ces élections étaient conviés les jeunes des différents pays membres du COMESA. Le COMESA, en soi, compte 21 pays membres. Et quand nous sommes arrivés à l'Assemblée générale, il ne fallait élire que 11 représentants. Donc, il fallait écarter le reste. Alors, nous sommes arrivés là, on ne se connaissait pas, mais il fallait convaincre. Il fallait avoir des pièces justificatives. Ce n'était pas facile parce qu'on a rencontré, parmi les pays membres du COMESA, je peux citer le Kenya, le Rwanda, l'Égypte, l'Érythrée, l'Eswatini, la Zambie, plusieurs pays, 21 pays au total. Donc, face à toute cette masse de la jeunesse, chacun avait ses aspirations, chacun voulait en fait être élu. Mais il fallait convaincre, il fallait montrer vos réalisations dans le passé. Et comme je disais, ça se passe précisément en 2021. Donc, il fallait montrer vos réalisations les années précédentes, qu'est-ce que vous avez eu à faire ou à réaliser. Et surtout votre vision aussi. Hein. Voilà, et surtout votre vision et votre background, parce que c'était vraiment à ciel ouvert. Hein. Quand c'est vous le candidat, vous passez devant, on projette un peu votre CV, on voit votre parcours, on voit vos réalisations, on voit... Il y avait des exigences par rapport au niveau. Il y avait des exigences par rapport au niveau d'études, je disais. Il y avait des exigences aussi par rapport à vos réalisations, à votre engagement citoyen. Alors, et vous, qu'est-ce qui a fait que vous puissiez convaincre? Alors, moi, ce qui a fait en sorte que je puisse convaincre, c'est que pendant l'Assemblée générale, ils ont demandé, puisqu'on était allé en finale avec une collègue d'un autre pays, et tout. Alors, il fallait qu'on puisse élire l'une de nous. Alors, on m'a demandé comment est-ce qu'on peut vous départager parce que vous avez presque le même profil. Elle avait suivi presque le même cursus en termes d'études que moi. Elle avait aussi des activités qu'elle réalisait, mais le commissaire a demandé comment on peut vous départager. Montrez-nous des preuves qui peuvent nous permettre de vous départager parce que vous êtes toutes compétentes, vous êtes toutes jeunes. Il y avait aussi les critères âge, parce que selon la Charte africaine de la jeunesse, la jeunesse est entre 15 et 35 ans. Donc, il fallait déjà, âge, on était déjà OK, c'était juste, il fallait nous départager. Alors, je leur ai juste demandé d'aller sur les réseaux sociaux, sur mon Facebook, sur mon Instagram, sur mon Twitter et sur mon LinkedIn. Et je leur ai demandé de taper Rosiane Kabangu de 2016 à 2021. Parce que j'ai commencé mon engagement citoyen en 2016. Quand j'étais encore étudiant, j'étais en G2. Donc, tout a commencé là. Et c'est ça qui vous a ils sont allés donné un peu plus de points. Voilà, parce qu'ils ont vu d'eux-mêmes, il y avait des photos, il y avait des vidéos. J'ai eu à représenter, déjà dans ma vie estudiantine, j'ai été représentante de la jeunesse. J'ai été en fait cofondatrice d'une ONG qui militait pour la cause des femmes. Forum de jeunes femmes de l'UPC. J'ai été cofondatrice du Club de droits de l'homme qui militait sur les questions liées aux droits de l'homme, à caractère civil, socio-économique, même politique, pendant mon cursus académique. Et aujourd'hui, je ne suis plus de l'UPC, ça fait 5 ans, mais l'organisation existe parce qu'on avait créé un système d'élection rotative chaque année. Ouais, donc, ils ont vu en fait des éléments par rapport à mon parcours. J'ai travaillé avec d'autres organisations également. Le collectif Jeunes Ambassadeurs d'Afrique, qui œuvrait aussi pour promouvoir l'afro-optimisme, présentait un peu de modèles de réussite africains pour que les Africains soient fiers d'eux, pour que les Africains puissent vraiment continuer à montrer à la face du monde de quoi ils sont capables en général et tout. Ils ont vu, et puis après, lors de la délibération, j'ai été informée que j'ai été élue. Et donc, on peut considérer que c'est par rapport à ce parcours élogieux que vous avez su convaincre aujourd'hui, depuis 2 ans, hein, 2 ans que vous êtes là, à ce poste? Bon, une année, parce que j'ai été élue en 2021, mon mandat a commencé en 2022. Donc une année après, vous êtes là, vous faites ce que vous êtes en train de faire par rapport à la jeunesse. Mais ma question principale aujourd'hui, c'est que, est-ce que
Ça représente quoi cette plateforme par rapport à la jeunesse de la RDC? C'est quoi les avantages? Alors déjà, il faut signaler que le COMESA est une communauté économique régionale qui œuvre sur des questions liées au commerce et à l'investissement. Alors l'enjeu, c'est de pouvoir l'enjeu, en fait, c'est que plusieurs pays africains se sont réunis autour de ces questions afin que chaque État, dans ce qu'il est, dans ce qui concerne ses potentiels, puisse voir qu'est-ce qui peut échanger avec d'autres pays. Nous, on a beaucoup de potentiel. Oui, effectivement, c'est comme ça que d'ailleurs, on est membre de plusieurs communautés économiques régionales. Oui, c'est un marché important pour très important, justement. Voilà, très important, justement. Et au sein du COMESA, il y a plusieurs programmes qui existent. Il y a des programmes, déjà il y a par exemple un comité qui s'appelle, qui s'occupe en fait de tout ce qui est business pour les femmes. En anglais, c'est un acronyme en anglais, ça s'appelle le COMFWEB. Voilà, ça a été créé justement pour promouvoir l'entrepreneuriat de femmes. Alors, pour la jeunesse, c'est comme je disais, il y a le programme Jeunesse COMESA, en sigle en anglais, parce que le COMESA est basé en Zambie, à Lusaka, donc c'est un pays anglophone. C'est comme ça que même le nom est en anglais et même des programmes sont parfois en anglais. Pour la jeunesse, le programme en anglais, l'acronyme, c'est COMIAP. Donc, COMESA Youth Advisory Panel. Donc, c'est un peu ça. Et là, en fait, l'enjeu, c'est de promouvoir la participation de jeunes au processus de développement socio-économique. Ça, c'est le premier pilier du programme Jeunesse COMESA. Et il y a également un autre pilier qui est axé sur la participation des jeunes à la question de la gouvernance démocratique. La gouvernance démocratique, ça veut simplement dire qu'on veut avoir plus de jeunes, Congolais en particulier et Africains en général, accéder à des postes de prise de décision, tant au niveau de leur pays respectif qu'au niveau de la région. Alors, la participation des jeunes aux questions au processus du développement socio-économique, ça veut simplement dire qu'on veut donner aux jeunes l'occasion d'accroître leurs entreprises, pour ceux qui en ont, pour ceux qui sont entrepreneurs, de bénéficier des différents programmes et projets que le COMESA a mis en place pour soutenir les entrepreneurs, que ce soit dans la catégorie jeunes, femmes, ainsi de suite, ou en ce qui concerne l'investissement, que les jeunes puissent être accompagnés dans leurs initiatives afin de les autonomiser, parce que c'est vraiment ça l'enjeu. L'autonomisation par l'entrepreneuriat, mais aussi l'autonomisation par l'emploi. Chaque année, par exemple, le COMESA publie des postes qui sont vacants. Et tout qui sont vacants, évidemment, nous, dans le cadre de ce programme, ce que nous faisons, c'est que nous encourageons aussi les jeunes à postuler à ces postes, parce que ce sont quand même des places qui sont réservées à chaque pays selon des quotas. Et c'est important pour la RDC aussi d'être représentée à ces instances, pas seulement au COMESA, mais dans d'autres communautés également. Ok, mais l'enjeu aujourd'hui, c'est par rapport à l'emploi des jeunes. C'est quand même une question qui suscite beaucoup de polémiques dans la mesure où le taux des jeunes qui travaillent est trop faible. Et on a même vu des gens qui s'adonnent aujourd'hui à l'entrepreneuriat. Parfois, ça ne marche pas. C'est très compliqué. Vous avez mis une structure en place, la Boria. Quels sont les défis majeurs que vous avez pu détecter par rapport à cette question? Alors, déjà, par rapport à la mise en place de ces structures, on est parti vraiment d'un constat de longue durée. Ça veut dire que c'est depuis pratiquement 7 ans qu'on travaille autour de cette question-là. Donc, comme je dis, mon engagement a commencé quand j'étais étudiante, pratiquement depuis 2016. On est en 2023. Ça fait d'ailleurs, si j'ai bien calculé, presque 7 ans, plus de 7 ans presque. Et du coup, ce qu'on a pu observer comme constat, c'est que le problème de l'emploi des jeunes, et ça, je pense que je l'ai tellement dit dans ma vie et que je le dirai toujours, le grand problème des chômages en fait, de jeunes en République démocratique du Congo, malheureusement, par rapport à tous les efforts qui s'est fournis, tant au niveau national que international, les stratégies, les programmes, tout ce qui est mis en place, souvent on est très axé vers la solution post-cursus. Ouais, ça veut dire qu'on attend que les jeunes finissent les études pour qu'après, ils puissent avoir des programmes qui puissent leur être bénéfiques. Qu'est-ce qui devait être fait? J'ai un exemple, voilà, avant d'aller à la proposition, j'ai un exemple. Au niveau du gouvernement, par exemple, le gouvernement est en train de faire beaucoup d'efforts pour accompagner les jeunes à l'emploi et à l'entrepreneuriat. Bref, à s'autonomiser. Et ça correspond vraiment à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Mais sauf qu'il y a une bémol, en fait. C'est qu'on encourage les jeunes à l'emploi, on met en place des programmes comme au niveau, comme les différents programmes, on a au niveau du ministère de la Jeunesse, il y a le fonds spécial pour la promotion
de l'emploi et de l'entrepreneuriat des Des jeunes, oui. Il y a le PEJAB, un programme qui a été mis en place par le gouvernement pour accompagner les jeunes qui sont dans l'agriculture. Il y a le FOGEC, qui est le fonds de garantie pour l'entrepreneuriat de jeunes au Congo. Et effectivement, tout ça, ce sont des efforts en fait, que le gouvernement est en train de mettre en place pour pouvoir résorber ces problèmes. Mais pour moi, et je ne cesse de le dire, je l'ai toujours dit pendant toutes ces 7 années et je continuerai à le dire jusqu'à ce que je vois les choses changer dans mon pays. C'est que le problème du chômage des jeunes, c'est pas un problème qui doit être seulement géré en aval. Le grand problème doit être géré en amont. Je donne un cas de figure. Ici, en République démocratique du Congo, la plupart des jeunes, peut-être même autour de vous, des jeunes que vous connaissez dans différents environnements, oui. Si vous leur demandez, OK, tu étudies où? Je suis à l'université, OK. Tu es dans quelle faculté? J'ai fait la médecine, OK. Tu es dans quelle faculté? Je fais l'économie, je fais le droit, OK. Pourquoi tu es là? La plupart, ils te diront soit parce que maman m'a dit d'être ici, papa a un cabinet, il a un hôpital, il aimerait que j'assure. Voilà, il n'y a pas ce côté où on essaie d'entendre l'enfant, enfin, on essaie de comprendre l'enfant. Et plus loin, même au niveau de nos écoles, peut-être à quelques exceptions près, mais au niveau de nos écoles, pour la plupart, parce que j'ai vraiment eu le temps d'échanger avec des jeunes dans des écoles, dans des universités, vous entendrez ces jeunes vous dire que, en fait, quand ils sont arrivés à l'école, quand ils ont été face au conseil d'orientation dans les écoles, puisque ça existe, les conseillers lui ont demandé « Tu es fort en quoi ?» Tu es fort en français, ok, fais littéraire. Tu es fort en mathématiques, fais maths info. Mais c'est logique, non? Oui, c'est logique, mais sauf que ce n'est pas suffisant. Ça veut dire, pour moi, le plus grand problème… Il faut un encadrement. Il faut un encadrement, voilà, il faut un encadrement. Ça veut dire il faut relier plusieurs aspects, pas seulement les points forts d'un enfant par rapport à son cursus. Un enfant peut avoir mal travaillé pendant une période, peut-être par rapport à ce qui se passe chez lui, dans son environnement. Peut-être pendant ce moment-là, ses parents sont en divorce, oui. L'enfant ne sait pas s'appliquer, ses frères, voilà, il y a des problèmes. Et si on doit seulement baser l'orientation des enfants sur le fait que l'enfant est fort en français ou en mathématiques, voyez-vous déjà qu'il y a un problème. Mais alors, cette question-là d'expérience aussi, autant d'années d'expérience dans les CV, tout ça. Oui. Mais de plus en plus, j'ai l'impression que ça commence un peu à diminuer, mais oui, c'est quand même un frein. Oui, ça aussi, je pense que ça fait, outre le problème d'orientation, justement, que je viens de relever, il y a aussi ces problèmes par rapport à la demande de plusieurs années d'expérience. Moi, je ne prends pas vraiment ça. Ça va peut-être vous surprendre, mais je préfère vraiment vous le dire, oui. Parce que moi, je ne prends pas ça comme un problème. Obstacle? Non. Pour moi, et je vous explique pourquoi. Pourquoi? Quand vous avez un atout, par exemple… Vous avez raison d'émettre votre point de vue par rapport à ça. Oui. Mais personnellement, je n'ai jamais pris ça comme étant un obstacle. Je vais vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, parce qu'en fait, si je m'oppose à ça, c'est parce que j'ai eu l'occasion dans ma vie professionnelle, parce que outre mon engagement citoyen, je suis quand même passée par plusieurs milieux professionnels. Oui. Notamment, je travaillais dans une entreprise des ressources humaines qui m'a permis de vraiment comprendre les réalités en fait, du monde de l'emploi en RDC. Oui. Pour mieux appréhender la question. Justement, j'ai travaillé dans un programme avec un organisme international de la place dans le cadre d'un projet sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Ça, c'est dans mon cursus. Et tout ça, mon passage dans ces différents milieux m'a permis de mieux appréhender et de voir des choses que peut-être de loin, ça ne saute pas aux yeux. Je suis en train de répondre tout à l'heure, vous avez parlé de 5 ans d'expérience. Alors que je viens fraîchement de l'université, voilà. Comment vous voulez que les gens puissent être engagés? Voilà, 5 ans d'expérience qu'on vous demande alors que vous venez fraîchement de l'université et en regardant, vous vous dites « Ah non, moi je ne suis pas intéressée par… je ne suis pas intéressée, cette offre, ce n'est pas la mienne parce que moi, je n'ai pas 5 ans d'expérience. » Donc, le fait déjà, pour les jeunes, de se résigner sans avoir postulé, c'est d'abord ça le premier problème. Parce qu'il faut se poser des bonnes questions. Oui, on te demande 5 ans, mais est-ce que tu as lu les job descriptions de ce que le recruteur attend de toi? Parfois, on peut te demander 5 ans. Tu n'as pas 5 ans d'expérience, mais en lisant le job description, tu t'identifies à ce que l'employeur recherche. Attends, oui. Vous voyez. Et déjà, bon, la plupart des jeunes, malheureusement, ils ne lisent pas Ça, vraiment, je préfère vous le dire. Mais j'ai reçu des gens en interview, vous lui demandez, vous venez pour quel poste? La personne s'exprime. Et après, vous lui dites, vous avez lu le job description? Elle commence à tâtonner.
Oui. Il y a tout, en fait, c'est un ça package. résume un manque d'encadrement, justement. Parce que la recherche d'emploi, entre le moment où vous finissez, le moment où vous devez être engagé quelque part, en fait, ça commence même dès que vous êtes à l'université, ça se prépare. Il ne faudrait pas attendre que vous puissiez finir déjà, pour s'informer comment on fait un voilà, CV, exactement. comment on motive une lettre. Tout ça, ce sont des questions sur lesquelles les jeunes ne discutent pas beaucoup. Bon, moi, je veux dire que la responsabilité est quand même partagée parce que en ce qui concerne le système éducatif congolais, moi, parmi mes sœurs, j'ai une sœur qui a fait les facultés de l'administration, économie et tout. Enfin, à l'UPC, on appelle ça FASE, faculté de sciences administratives, économie et tout. Alors, elle, dans sa faculté, elle a étudié. Ils ont eu un cours management des ressources humaines et dans ce cours, il y a tout un chapitre consacré à la recherche d'emploi, les interviews, comment faire son CV. J'ai vu ces supports à la maison, j'ai dit « Ah, vous avez ces cours, ça c'est intéressant. » Mais moi, j'ai fini en droit, ça n'existe pas. Mais sur Internet, aujourd'hui, il y a tout. Ah oui, c'est ça justement. Beaucoup ont fini dans d'autres filières. Je ne sais pas si ça existe. Le problème, c'est que c'est un problème général et le fait de limiter déjà ces genres de cours à une seule filière ou à une seule faculté, ça aussi, c'est comme ça que moi je dis toujours, le problème lié au chômage de jeunes, c'est un problème complexe. Donc on ne peut pas juste prendre un aspect, les expériences ou bien juste l'apprentissage. C'est vraiment, c'est un tout. C'est un tout, il y a la responsabilité de l'État, il y a la responsabilité des parents. Mais moi, dans tout ça, je me dis toujours, moi j'ai connu une vie professionnelle assez évolutive. Ça veut dire quand j'ai fini mes études… Vous êtes chanceuse? Non, je ne suis pas chanceuse. C'est juste que j'ai été consciencieuse. C'est ça la nuance à faire. Parce que même la chance ne sourit pas toujours aux inconscients. Et ça, je le dis pas en fait comme si je me l'imprégnais un peu, mais c'est vraiment pour réveiller un peu ces jeunes en fait qui pensent que dans la vie, tout doit venir à eux. Et ça, c'est un comportement que moi, je déplore dans mes conférences, dans mes activités, tout ce que je fais. J'ai fait l'année passée une tournée universitaire, j'étais à l'IFASIC. C'est un programme que nous avons avec un partenaire. Et tout, j'étais à l'IFASIC, on est allé à l'UPC. Cette année, le vendredi d'ailleurs, je serai à Leadership Academia. Souvent, c'est ces genres de questions que j'aborde parce que pour moi, les jeunes doivent arrêter de penser que le gouvernement doit tout faire pour eux. Vous voyez, on est au 21e siècle. C'est le gouvernement qui pose la base. C'est ce que je dis. Le gouvernement problème maintenant, c'est que quand le gouvernement a sa responsabilité, et nous, en tant que jeunes, nous avons aussi notre propre responsabilité. Mais on n'a plus beaucoup de temps. On a vu, par exemple, dans les domaines de l'entrepreneuriat, il y a des gens qui ont pris des initiatives, des jeunes qui ont la créativité en eux et qui ont proposé des bons projets. Mais après, quand il n'y a pas de financement, vous voulez quoi? J'aurais cru si je connaissais Patricia Mukuna, par exemple. J'aurais cru. Moi, j'ai été avec Ticia, j'ai eu à échanger avec Ticia Mukuna, j'ai eu à lire dans des revues, dans des magazines sur son histoire. C'est ces genres de... En fait, c'est ça le problème. Parfois, on est là, on se dit, c'est difficile, du coup, on se résigne. Et ça, c'est très facile, sauf que la facilité ne mène pas au succès. Quand vous voulez avoir des bonnes choses, réaliser de grandes choses, il faut, en fait, déjà dans la difficulté, identifier l'opportunité. Pendant que plus de 70% de la population congolaise, qui est majoritairement composée des jeunes, est en train de crier au chômage, est en train de crier à tous les maux qui existent, que je ne dénie pas non plus. Pendant ce temps, il y a une Ticia Mukuna qui s'est levée, qui a lancé le café La Quinoise. Aujourd'hui, elle part représenter les pays dans des forums économiques par-ci, par-là. Aujourd'hui, le ministère du Commerce extérieur l'appuie, le ministère de la Jeunesse l'appuie. Le FPI. Voilà. Et pour moi, je me dis que si je peux… parcours, hein. C'est ce que je dis. Ça, je la cite comme ça, mais il y a plusieurs exemples comme ça qui existent. Pour moi, le plus important, c'est que les jeunes doivent se focaliser sur 3 choses. Premièrement, c'est sur l'information. Ok, on est dans un pays où vous avez constaté que Misala, je vais mélanger un peu les lingala, Misala pona bilenge zate. Ok, dans l'autre temps, qu'est-ce que tu fais? Moi, c'est comme ça que j'aime pas dire que j'ai la chance. Non, j'ai pas la chance. Tu as fait quoi? Alors, c'est ce que je vais justement expliquer. Moi, j'ai pas la chance. J'ai été juste consciencieuse. J'étais étudiante. J'avais des ambitions de réussir brillamment mes études. Par la grâce de Dieu, ça a été le cas. Vous avez distingué? Oui, par la grâce de Dieu, ça a été le cas.
Mais dans ma vie d'étudiante, j'étais très active dans tout ce qui concernait l'engagement citoyen. J'ai été très active dans des ONG. On n'a pas tous les mêmes atouts. Non, mais le problème, c'est ça. En fait, c'est la volonté, c'est la conscience, en fait. Moi, j'ai eu cette prise de conscience et je l'ai eue parce que j'étais curieuse, parce que je savais où je voulais aller. Mais en fait, j'étais aussi consciente de ce que je devais avoir. Donc, vous voulez que les jeunes se réveillent un peu plus? Les jeunes doivent se réveiller. Parce que si tous les jours… Vers l'information, comme je disais premièrement. Deuxièmement, qu'ils puissent aller, qu'ils aillent vers la formation. Quand je dis formation, ce n'est pas au sens strict du mot, c'est vraiment au sens large. Ça veut dire, à chaque fois qu'il y a il y a des occasions de renforcement de capacité, que ce soit sur YouTube. Moi, il y a des choses que j'ai apprises sur YouTube. Que ce soit sur YouTube, sur Google, lisez, allez à la quête de l'information. La vie d'aujourd'hui est ce qu'elle est. Donc, soit vous allez du côté de ceux qui se plaignent et qui n'avancent pas parce que la vie ne remercie pas les gens qui n'agissent pas, soit vous vous mettez du côté de ceux qui s'élèvent dans la difficulté, mais en ayant des yeux qui savent voir des opportunités dans ces difficultés. Je vais vous donner un exemple très facile. On a tous connu la période Covid-19. Pendant cette période, il y a des entreprises qui ont fermé, il y a des gens qui sont allés au chômage. Savez-vous que pendant la même période, il y a des jeunes qui ont lancé des entreprises qui, à ce jour, ont connu une croissance à autant de chiffres. Vous voyez. Le plus important, c'est de savoir, en fait, se positionner. Vous êtes dans quel camp ? Qu'est-ce que vous faites concrètement dans Laboria pour aider les jeunes ? Voilà, justement, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de sensibiliser les gens autour de trois mots. J'aime bien le dire comme ça, hein, les 3 mots. Donc, autour de l'information, ça veut dire beaucoup de jeunes vont se dire « Ah, Misa les Atenamboka », alors qu'ils n'ont même pas cherché. Ils ne connaissent même pas les sites, là où on part chercher les travails, là où on part faire ceci, faire cela. Nous, on organise des activités, on associe les jeunes, on leur donne de l'information, mais aussi on a l'occasion d'organiser des séances de renforcement de capacités, soit directement organisées par nous. L'information, la formation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, l'information, la formation. Soit on le fait, soit on l'organise, soit avec nos partenaires, on les convie à participer. Ou soit, c'est que nous faisons, hormis ces deux, information, formation, il y a aussi le fait en fait de former. Former ici pour nous, c'est dans le sens des networking. Il y a des gens, il est dans le secteur, les réseautages. Oui. Il y a des gens qui sont, par exemple, tu es dans le secteur agricole, mais tu ne connais même pas les grands événements qui réunissent les acteurs du secteur agricole. Et tu penses te développer? Comment tu fais? C'est par quel miracle? Tu es dans les secteurs, tu es dans le numérique, tu es dans le fintech. Il y a des forums qui s'organisent au niveau national, au niveau régional, par-ci, par-là, mais tu n'es dans aucun des réseaux. Tu penses que le bon Dieu va descendre et il va te bénir juste comme ça. Et ceux qui veulent avoir accès justement à cette structure, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous écrivent sur Facebook, sur Instagram? Oui, nous sommes très accessibles justement sur les réseaux sociaux. Donc il suffit de taper Laboria Group, parce que nous travaillons avec plusieurs organisations des jeunes. Laboria Group, sur Instagram, nous sommes disponibles, sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn aussi, nous sommes disponibles. Et d'ailleurs, le 1er mai, à l'occasion de la journée du travail, nous avons organisé une marche. Parce que déjà, pourquoi la journée du travail? Parce que le nom de Laboria, en fait, c'est le labor comme travail, I comme investissement, et puis A comme activisme. Ce sont les 3 piliers dans lesquels nous travaillons. Autrement dit, c'est la question de l'emploi, c'est la question de l'entrepreneuriat et c'est la question de l'engagement citoyen. Parce que nous voulons que le jeune comprenne que l'avenir, au-delà du fait de chercher le travail, au-delà du fait de chercher des gains, le profit, l'avenir de ce pays dépend des jeunes. Nous sommes plus de 70%. En parlant du point de vue démographique, oui. Nous sommes plus de 70% de la population et donc c'est impossible de parler développement dans ce pays sans la jeunesse. On a presque éveillé les jeunes par rapport à ça. Et j'étais en train de dire, pour la marche justement, je pense que je pourrais chuter par là. Oui. Par rapport à la marche, c'est pour le 1er mai, c'est une journée fériée et on a voulu avoir une marche de sensibilisation des jeunes autour des métiers. Okay. Parce qu'aujourd'hui, j'ai tantôt parlé de l'orientation, aujourd'hui malheureusement en RDC, la société, vraiment en termes de stéréotypes, a appris aux jeunes que c'est comme si quand on faisait les métiers, on est moins homme, moins humain, moins citoyen, sous-homme que ceux qui sont dans des bureaux, ceux qui font non, ce qui n'est pas le cas. Parce que imaginez un seul instant qu'en RDC, qu'on n'ait pas de charpentier, qu'on n'ait pas de plombier, qu'on n'ait pas de couturier, qu'on n'ait pas de menuisier, qu'on n'ait pas… Dans l'autre temps, si je vous demandais,
à contrario ou paradoxalement, si on nous demandait par hasard, citez-nous 5 plombiers congolais que vous connaissez. Ils ne sont pas connus. Non, du tout. Hein. Ah oui. Citez-moi 5 menuisiers, grands menuisiers de la RDC. C'est à eux de valoriser leur métier aussi. Oui, c'est à eux, mais je pense qu'au-delà de les pointer du doigt, je pense que c'était quand même important qu'il y ait une structure qui puisse les mettre aussi en lumière. Parce qu'ici en RDC, par exemple, des forums, vous en connaissez certainement, qui parlent des métiers, qui met en lumière les jeunes, qui parlent de l'entrepreneuriat, par exemple. Des forums, ça existe. Hein. Tous les jours. Et tous ça les fait jours. Rêver les jeunes. Voilà. Et là, c'est entrepreneur, agriculture, c'est bien. Mais au-delà de ça, les jeunes qui sont dans le métier, le cordonnier, le pâtissier, le charpentier, toutes ces personnes-là, pourquoi ne pas le valoriser? Pourquoi ne pas leur faire comprendre que leur métier est important et qu'ils peuvent se formaliser? Vous allez faire quoi le premier? Voilà, le premier, nous allons sensibiliser. Enfin, l'idée, ça sera d'avoir ces différentes personnes dans le métier et de faire une marche en fait, où on va sensibiliser les autres jeunes. On sera vraiment en plein air, ça sera Kitambo Magasin. Okay. On sera en plein air à 7h30, on sera là avec différents messages que nous avons conçus pour sensibiliser les jeunes autour de l'importance des métiers, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas sous-hommes et que, bien que pour la plupart des cas, malheureusement, ils sont dans l'informel, oui. Il est possible pour eux de se formaliser afin de pouvoir aussi bénéficier des différents programmes et projets que le gouvernement met en place pour soutenir les jeunes. Donc, nous invitons tout le monde à nous rejoindre. J'espère que c'est votre dernier mot. Comprenez qu'elle est juriste des formations, donc les juristes parlent beaucoup. Donc voilà. C'est votre dernier mot. Vous avez un appel à lancer à la jeunesse, surtout par rapport le plus grand défi, c'est le développement de ce pays. Le plus grand défi, c'est relever évidemment ou accompagner le gouvernement, accompagner le pays à pouvoir atteindre ce socle-là de développement. Est-ce que la jeunesse est consciente? Qu'est-ce que vous dites à la jeunesse, comme vraiment en une minute? Alors, moi, ce que je dirais à la jeunesse de mon pays, c'est que nous sommes, nous jeunes, plus de 70% de cette population. En RDC, on ne peut pas parler de ce pays sans parler de la jeunesse. C'est impossible, sans parler du capital humain. Et donc, investir dans le capital humain qui est la jeunesse, c'est garantir le développement de ce pays. C'est vrai que le gouvernement fait beaucoup d'efforts, comme je venais de citer, les différents programmes pour les jeunes, mais au-delà de ça, chaque jeune qui me suit en ce moment devrait savoir que chaque jeune a sa part de responsabilité. Nous devons chercher l'information sur ce dont quoi nous voulons nous développer, nous devons nous former, de façon continue. On ne doit pas s'arrêter parce que tu as eu ton diplôme, tu penses que c'est OK. Non, il faut s'actualiser, il faut s'informer, il faut se former sur votre domaine. Pourquoi ne pas aussi avoir une vue perspective sur où est-ce que vous voulez aller, quelles sont les exigences de où est-ce que vous voulez aller et vous former par rapport à ça, vous préparer. Un peu comme un auteur disait, le succès arrive lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Et donc, les jeunes doivent se préparer pour que quand il y aura des opportunités pour eux, qu'ils puissent aller vers leur succès. Et en dernier lieu, c'est aussi un message que j'adresse aux jeunes, de ne pas hésiter de se réseauter, en fait, d'aller à des rencontres, à des activités qui vont vous ajouter un plus. Dans le cadre de ce que vous faites, si vous êtes en médecine, si vous êtes dans l'agriculture, si vous êtes dans l'environnement, peu importe votre secteur d'activité, réseautez et ne restez pas dans votre coin. Parce qu'une opportunité peut être quelque part, elle vous attend, mais si vous n'allez pas vers cette opportunité, vous risquerez de beaucoup rater alors que nous sommes dans une terre d'opportunités. On est dans une terre d'opportunités. La RDC, c'est une richesse sur le plan humain. On est déjà, la population, elle est nombreuse et majoritairement composée des jeunes. Sur le plan des ressources naturelles, n'en parlons même pas. Et donc, nous devons profiter de tous ces atouts pour pouvoir faire la fierté de ce beau pays. Merci à vous. Surtout beau vent par rapport à votre mandat, qui n'est pas le moindre. Et nous souhaitons aussi bonne chance par rapport à tout ce que vous faites par rapport à la jeunesse congolaise, la jeunesse féminine congolaise. À très bientôt. Merci beaucoup et à très bientôt.